Que la lumière soit et la lumière fut. J'ai intitulé ce petit document « Lettre à mes jeunes amis du collège Gustave Flaubert ». Tous les termes sont mesurés en quelque sorte. En prélude à notre prochaine rencontre, je réfléchissais sur le sens pour moi et pour vous de ces rencontres. Qu'est-ce que je souhaite vous transmettre de l'expérience de ma vie d'enfant pendant cette période traumatique qu'a été pour moi, mais aussi pour tous les Juifs, cette période de la Seconde Guerre mondiale, avec ses violences, ses déportations et ses massacres que l'on appelle désormais la Shoah. Je m'appelle Kamel Chaban, j'ai 53 ans, je suis prof depuis 26 ans maintenant. J'ai grandi principalement dans le 13e et je suis franco-algérien. Au début, moi, je faisais de l'histoire parce que j'aime faire de l'histoire, voilà. Mais au moment où mon père meurt, je vais comprendre aussi pourquoi je fais de l'histoire, voilà. Pourquoi est-ce que je souhaite partager avec vous l'expérience de cette période, l'expérience d'un jeune enfant entre 5 ans et 10 ans, qui est l'âge que j'avais à l'époque de la guerre. J'avais exactement 4 ans au moment où la guerre s'est déclenchée, ou plutôt a été déclenchée. J'avais moins de 10 ans quand j'ai été libéré du camp de Buchenwald. Mais heureusement, un enfant n'est jamais préparé à faire l'expérience de la mort, encore moins quand il s'agit d'une mort violente. Ce qui a été mon cas est le cas de ces quelques milliers d'enfants et de jeunes survivants. Pour 1,5 million d'enfants qui ont été assassinés dans les camps et les ghettos, seuls quelques milliers ont survécu. Et il me vient une expression que les SS utilisaient pour leurs chiens. Ils apprenaient aux chiens à mordre les Juifs et disaient « Mensch beißt dem Hund ». Ils s'adressaient aux chiens en disant « Homme, mord le chien ». C'est le chien qui devenait homme et le Juif qui devenait un chien. On dit bonjour. Voilà, bienvenue à Iso Rosenman. C'est un grand moment puisque c'est la première fois qu'on le voit. Hein, vous pouvez vous rasseoir, hein, voilà. Merci à vous d'être venus si nombreux parce que, vous voyez, hein, le projet, il a intéressé beaucoup d'élèves. Hein. Dans ma vie, appelons ça professionnelle, j'étais physicien, j'étais directeur de recherche au CNRS et j'ai également été psychothérapeute et psychanalyste où j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années. J'ai fait du psychodrame avec des jeunes de votre âge, parce que j'aimais ça. Et nous habitons à 300 mètres d'ici, avenue d'Italie. Moi, je suis juif polonais, donc je suis né
dans une petite bourgade de la Pologne qui s'appelle Döblin. La Pologne, en 1918, donc en 1921 ou 22, quand il y a eu vraiment le traité de Versailles, c'était un pays d'à peu près 30 millions d'habitants, et sur ces 30 millions, il y avait 3 millions de Juifs. Le régime polonais était un régime très, très nationaliste. Il était catholique, mais c'était très nationaliste, et c'était un régime très antisémite. Donc il y avait beaucoup de pogroms en Pologne. Il y en a eu même après la guerre contre les Juifs qui avaient survécu. Vous voyez, c'est votre histoire qui nous intéresse. Parce que l'histoire en général, c'est-à-dire le cadre dans lequel vous avez vécu et dans lequel vous avez survécu, vraiment, hein, et vous avez connu tout ça, toute cette déportation, le retour, etc., la souffrance qui a été la vôtre, hein, le cadre, ils vont l'avoir. Ça, on va leur donner. C'est pour ça, vous voyez, qu'on fait des séances en plus après la fin de la journée. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, nous, les élèves, avec les élèves, là, c'est vous. Mais vous, hein, vous, votre histoire, dans cette grande histoire qui a écrasé le monde, hein, et qui continue encore de lui faire du mal, hein, cette Seconde Guerre mondiale, dont les conséquences encore sont multiples. Vous, dedans. La première fois que je l'ai rencontré, j'ai trouvé très très mignon. Je sais pas, ça s'est fait plus rapidement. Il est parti tout de suite très très loin. Il a perdu les 3/4 d'entre nous. Et ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Je parlerai de façon générale de la mort et non pas de scènes précises. Je corrigerai après tout ça. Car il me semble qu'évoquer des scènes précises de violence, des scènes précises de violence que j'ai vécues, ce serait trop violent pour vous. Je ne crois pas que ça soit productif pour des jeunes d'être submergés par la violence, parce que les jeunes, c'est comme les jeunes enfants, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas encore les moyens, ils n'ont pas encore la capacité de situer, de donner un sens à ce qu'ils voient. La violence nous touche réellement quand c'est la disparition, la mort violente de quelqu'un que nous connaissons, à l'égard de qui nous avons un lien, mon père, mon oncle. La fréquentation de la mort a fini par donner un sens à la mort, un certain sens, parce que, en fait, cette mort, si on y réfléchit, est une mort insensée, parce que les victimes de ces assassinats, c'était moi, ça pouvait être vous, ça pouvait être lui, donc c'était une mort qui n'avait pas de sens. C'était pas une mort pour défendre la patrie, c'était pas une mort pour défendre une cause, c'était une mort parce qu'on marchait et d'un coup on recevait un coup de matraque en fer par un capot et on disparaissait. Pour que ce soit plus concret, mon oncle qui était arrivé à Buchenwald en même temps que moi, mais que j'ai jamais vu quand on était, parce qu'on était a été étouffé par un capot. On lui a mis un sac, c'est comme ça que j'ai eu témoin, il est mort. Pourquoi? Parce que ça plaisait d'un coup au capot. On pouvait nous voler notre bout de pain, on posait. On pouvait nous voler parce qu'on était faible, on était un enfant, donc n'importe qui pouvait venir et voler. Et par conséquent, toute la confiance que dans une vie normale, on a vis-à-vis des êtres humains, vis-à-vis de notre entourage, tout ça a été détruit. Si on vit dans un cadre où on ne peut rien prévoir,
C'est-à-dire, il peut arriver 5 minutes après quelqu'un qui vous donne un coup de poing, quelqu'un qui vous arrache votre gamelle, qui vous arrache votre morceau de pain, qui vous arrache votre vêtement, qui vous donne un coup de matraque qui vous tue, vous ne pouvez plus rien prévoir dans la vie, vous ne pouvez plus avoir confiance dans personne. Et c'est beaucoup plus marqué encore, je crois, pour un jeune enfant. Pourquoi? Parce qu'un jeune enfant dépend pour l'essentiel des adultes qui sont autour de lui. Frantz Fanon, parlant de l'antisémitisme et s'adressant aux Noirs, a écrit dans Peau noire, masque blanc, il a écrit « Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous ». Pourquoi? Je ferme la parenthèse, car le racisme n'a pas de frontières. On croit qu'on ne touchera que l'autre, et demain, il peut vous toucher vous ou nous. Fanon dit, quand on parle des Juifs, ouvrez les oreilles, on parle de vous, parce que demain, on peut parler de vous. Et je crois que c'est être un citoyen, c'est se sentir réellement concerné par tout ce qui se passe autour de nous, et pas concerné uniquement par notre propre sort individuel. C'est ça que j'ai voulu vous transmettre. Alors, mon espoir, en vous parlant, c'est que mon témoignage soit pour vous comme un vaccin contre la haine, qu'il vous rende à la fois plus sensible à la présence de ce virus de la haine et plus immunisé, c'est-à-dire plus capable de lutter contre lui, contre sa propagation. Ainsi, je penserai que j'ai fait quelque chose d'utile. C'est un S. De toute façon, c'est pas... Attends, C'est en lire. Ça, c'est l'aigle ou pas? C'est un camp, genre, là, c'est les chambres des gens. Ouais, je crois en plus. Et là, c'est dans un bar où il y a des pots de fleurs derrière. Non, c'est plus elle. C'est dans un restaurant. Il se fait frapper. Ici, il y a des morts. Du coup, ça peut nous montrer la violence. Il y a une chambre à gaz et tout, mais la majorité des déportés de Non, mais quand je dis la photo, c'est sujet. C'est juste parce qu'on la préfère. Exactement, ouais. Pourquoi tu penses qu'elle exprime le mieux ce qu'a pu être le camp de concentration de Buchenwald par rapport à ce que tu sais et à la préférence aux préférences qui sont les tiennes, quoi. Et tu connais la différence entre un camp de concentration et un camp d'extermination? Ou alors il faut que tu dégaines ton cahier, hein, pour que tu regardes dedans. Hein? Quand tu vois là, tu te dis pas que c'est un concentration. Ça. Je m'en fous, pourquoi vous rigolez, mais vous rigolez pas. On n'a pas à avoir de fou rire, là. On n'a pas c'est l'âge des fous rires. On a compris ça ou pas? On est grand maintenant. Sinon, faut pas venir. Hein? Vous avez compris ce que vous m'avez montré, ce que nous avez montré la dernière fois. Exactement. Les baraques dans lesquelles ils étaient. Et les conditions dans lesquelles ils étaient, notamment la nuit. Tu vois, avec les chalets, là, c'est pas des lits, hein, c'est des planches dans lesquelles ils s'entassent, qui sont d'une saleté effrayante. C'était des esclaves. Hein. On va faire la comparaison, même si c'est très très délicat de la faire, la comparaison. Hein. C'est presque même indécent. Mais faisons-le. Par rapport aux esclaves, eux, là, les SS, ils les considèrent déjà comme Morts. En un mot, plus fort. Morts. Voilà. Mais eux, aux yeux des SS, ils ne valent plus rien. L'esclave, lui, il a encore une valeur. Exactement. Voilà. Tu vois, là, tu es au cœur de la particularité de ce qui s'est passé. S'il vous plaît. Vas-y mon grand, vas-y. On a choisi ce dessin car pour nous, elle définit bien la violence extrême que les nazis infligeaient aux juifs. Par exemple, là, on peut voir des cadavres, on peut voir la peur dans les visages des juifs. Pour moi, je pense que c'est un juif, il a dessiné ce dessin. Il témoigne par le bien de ses dessins, il témoigne son vécu et les violences qu'il a pu voir. Ici, qu'est-ce que l'on voit? D'après l'orientation des personnes, on voit qu'elles sont en train de descendre des wagons. Donc cette scène décrit une arrivée dans le camp. Je me souviens pas du tout. Ouais, du lieu, C'est un rail. Oui.
quand tu descends du train et tout, t'as aucune image qui te revient? Non. Moi et mon père, on a été transportés à Buchenwald, ici. Or, le voyage a duré, je crois à peu près, bien que ce soit pas très loin, ça doit être à 200 ou 300 km, ça a duré 3 jours. On voyageait dans des wagons à bestiaux ouverts, donc il neigeait. Et je ne sais pas si la moitié des gens en arrivant étaient déjà morts, mais quelque chose de cet ordre-là. Et on est arrivé exactement ici. On nous a fait débarquer, mais je n'ai pas de souvenir du moment où on nous a débarqués. On était entre 50 et 100 par wagon, et il neigeait de temps en temps. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est là à ta place? Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent physiquement. Ce qui reste le plus, c'est qu'il fait froid, il fait chaud, on a soif, on a faim. C'est ça qui reste comme souvenir. C'est pas ce qu'on a échangé comme parole, comme regard. C'est vraiment la sensation physique qui est la plus importante. Tu vois, moi je travaille beaucoup sur la guerre d'Algérie. Oui. Les enfants qui partaient à 10 ans, Ah oui. ils ont pas les souvenirs que t'as, hein, souvent. Hein. Et c'est une chose, je pense, d'avoir entendu, écouté le témoignage de papa quand on était là il y a 5 ans. Ouais. Et c'est une autre dimension de t'entendre parler avec une tierce personne, avec des élèves. Ce qu'on raconte, on se met aussi vis-à-vis de l'interlocuteur et on regarde qu'est-ce qu'un interlocuteur peut comprendre. Oui. Je ne vais pas, ça. si je leur parle, mais tu as dû leur expliquer, leur parler de la montée du nazisme, ça n'a pas de sens, c'est trop abstrait. Oui. Ça, c'est plutôt le genre de choses que toi, tu vois. Mais il y a aussi une dimension de voir toutes ces jeunes personnes qui sont à un âge qui est finalement pas très différent de celui que tu étais, et d'imaginer ça. Les élèves, vous vous rapprochez? Hey. Vous voyez qu'il y a une inscription qui dit « Jeden das Seine », à chacun son dû. Je suis un adepte du témoignage, on va dire, entre guillemets, lanzmannien. Je veux dire, la manière dont il pose les questions, la manière qu'il a de donner aux témoins la possibilité de se replonger dans le passé, in situ ou pas dans Shoah. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire, quoi. C'est ça que je voulais montrer aux élèves, le fait que là, le témoin, ensuite, allait se livrer parce qu'il a des interlocuteurs, entre guillemets, qu'il a conscientisés comme valables, avec lesquels il va pouvoir partager les choses qu'il a vécues et qui sont à même de le comprendre. Voilà, et là, donc, il va pouvoir se livrer et leur délivrer peut-être même des choses qu'il a jamais dit, quoi. Y compris à des membres de son entourage ou à des gens qui lui sont très proches, parce qu'il n'était pas apte à le comprendre. On a été tous un peu estomaqués, parce que tout le monde a compris que on avait réussi à le transporter dans ce passé, en fait. Voilà. Et ça, c'est un grand moment d'émotion. Parce que aussi, là, on véhicule beaucoup d'émotions, parce qu'il y a une empathie chez l'élève qui se dégage. Et forcément, là, d'ailleurs, les élèves ou pas, hein, tous ceux qui étaient là, quoi, on s'est mis à sa place. Parce qu'on était derrière lui, on marchait derrière lui, et on était des dizaines d'années en arrière. Ça nous a fait drôle. Ce que je voulais, c'était vraiment faire un peu là. 3, 2, 1. Pourquoi as-tu choisi de faire cet atelier? Ce qui m'a intéressé dans cet atelier, c'est le fait qu'on va pouvoir écouter le témoignage d'Izzy Rosenman. Et on sait tous que ça va être un peu dur. Pourquoi vous avez décidé de rejoindre ce projet? Une rencontre d'un témoin qui est assez âgé, c'est quand même pas très souvent. Enfin, il était content de parler. Enfin, content. Il était fier de, pas fier, mais il était content de nous apprendre plus sur lui et la période qu'il a traversée. Aussi, ça m'intéressait d'être de l'autre côté, de voir ce qui se passe derrière la caméra. On apprend à filmer et ça peut nous servir dans la vie de tous les jours. On va réaliser un film. Et un film, c'est bien
c'est éducatif, enfin, de faire des films. Du coup, ça m'intéresse. Dans la réalisation, c'est quoi qui t'intéresse le plus? Moi, mon rôle préféré, c'est caméraman. On t'attendait, hein? Hein? Présente-toi. Bonjour, je m'appelle Youssouf Baldé. Je suis dans le collège Gustave Flaubert, en 3e 2. Youssouf, il me rappelle moi, parce que, enfin, il me rappelle quand j'étais élève, parce qu'il travaille pas. C'est un élève qui, alors, il peut s'engager si on le pousse au train ou on lui propose des choses un peu particulières comme le projet et s'investir dans ce cadre-là. Moi aussi, ça me parlait. Si on était venu me sortir de la salle de classe où je m'ennuyais, ça m'aurait parlé, ça m'aurait plu ce qu'il a fait, lui. Donc, j'étais pas un bon élève. Et puis les enseignants me percevaient comme un cancre. Parce que quand on travaille pas à l'école et qu'on s'ennuie, on fait des bêtises. Hein. C'est ce qui est logique quand on est ado. Hein. J'allais redoubler ma 3e et on me proposait un BEP, voilà. De réparateur d'ascenseur même. Ce serait une expérience de découvrir la vie d'un réfugié. Enfin, d'un réfugié, Déporté. D'un déporté plutôt. Donc pour vous, c'est quoi déporté en fait? Pour moi, c'est quelqu'un qui a été amené loin de chez lui. Il est allé où en fait? Au camp de Buchenwald. D'accord. Mohamed, il est dans une recherche aussi identitaire dans laquelle j'étais moi. C'est un franco-algérien aussi. Voilà. C'est un élève qui travaillait à moitié, lui, un peu plus que le précédent, mais qui cherchait quoi aussi. Voilà, il cherchait qui il était vraiment, en fait. Les deux à la fois, quoi. Et ça prend du temps à se mettre en place. Tout à l'heure, quand vous avez parlé d'un professeur, c'est qui ce professeur? Alors, c'est mon professeur d'histoire, principal aussi. C'est un très grand professeur. Bravo. Et toi, tu pouvais dire un grand professeur, voilà, exceptionnel, hein? Non? Quand on est un franco ceci ou un franco cela, on est les deux à la fois, en fait. Voilà, mais en même temps. Donc des fois, c'est difficile à gérer, quoi, parce qu'on a des idées, on a des comportements qui peuvent être contradictoires. Salut, tu t'appelles comment? Je m'appelle Lucie. T'es en quelle classe? 3e. Pourquoi t'as décidé de faire ce projet? Parce que je suis très intriguée par... Solange, par exemple, on n'était pas bon au même moment, quoi, c'est tout. Mais je veux dire, ce qu'elle a en elle, moi aussi je l'avais, mais seulement elle n'arrivait pas à s'exprimer. Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'histoire? Est-ce que t'aimes bien la période de la Seconde Guerre mondiale? Oui, c'est celle qui m'a... C'était réciproque, l'admiration entre elle et moi, quoi. Qu'est-ce qui t'intéressait aussi dans l'histoire de ce projet? Là, je suis en train de lire la carte postale. Et quand j'ai dit à ma mère qu'on allait aller à Buchenwald, elle m'a conseillé un livre. C'est un livre de Georges Semprin qui s'appelle... J'ai oublié le titre, mais du coup, Georges Semprin, c'est un auteur très très célèbre qui est allé à Buchenwald. Henri IV, là, elle est dans une autre dimension. Mais elle pourra vraiment encore exprimer davantage de potentiel. Et puis aussi gravir, faire ce que moi j'ai pas fait, par exemple, quoi. Voilà. C'est-à-dire l'avenir s'ouvre à elle, elle pourra faire ce qu'elle veut. Je veux dire, moi il y a des métiers que j'imaginais même pas que je pouvais les faire, quoi. Par exemple, tu vois, cinéaste, j'aurais bien voulu faire du cinéma, mais je savais même pas que je pouvais en faire. C'est aussi ce qu'on fait, nous, à l'école, à leur montrer qu'il y a le champ des possibles, l'avenir leur appartient. Avec les élèves, moi-même, j'ai tissé une relation en particulier. Voilà, chacun d'entre eux avait un de mes regards particuliers, évidemment. Tu sais, on devait prendre rendez-vous, tu te souviens? Oui, je sais, mais il a dit... Pour lui dire tout le bien que je pensais de toi. Les rôles, après, là, c'est comme si j'étais le metteur en scène, hein. Chacun, je lui attribuais un rôle en fonction de ce qu'il pouvait faire et des qualités qui étaient les siennes pour apporter à ce projet. Et je pense que chacune, y a trouvé son compte en réalité. En tous les cas, on n'a largué personne. Pourquoi tu préfères cette guerre à une autre? Parce qu'elle m'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées par cette guerre. T'as pas à avoir peur, quoi.
En fait, on est là, justement. On fait des trucs comme ça pour que on n'ait pas peur. On peut aborder toutes les questions qu'on veut à l'école. On est libre de le faire, tu vois. Et si on a peur, et quand on est juif, je fais pas état de mes origines non plus. Mais parce que je dois rester neutre, tu vois. Mais dans un autre contexte, je dirais que je suis d'origine arabo-berbère ou algérienne. J'ai pas d'appréhension à le dire, quoi. Tu vois, quand j'étais élève, c'est les élèves qui me demandaient qu'est-ce que j'étais, je leur disais. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un mot derrière tout ça. De l'antisémitisme? Bah ouais, de l'antisémitisme, ouais. Mon père est de 41, il a été mobilisé en 59, parce qu'il faisait son service militaire, donc comme appelé du contingent. Il était l'aîné d'une famille nombreuse, et sa mère, ma grand-mère, donc, travaillait comme femme à tout faire, chez des colons français, enfin chez des pieds noirs, voilà. Et donc, c'est pas par engagement qu'il a été faire son service militaire, mais par obligation, quoi. Parce que lui-même, il avait des copains qui étaient partis au FLN, qui avaient pris le maquis, comme on disait à ce moment-là. S'il avait été les rejoindre, enfin, c'est ce qu'il m'a dit, hein, sa mère, elle aurait été inquiétée, quoi. Et elle aurait perdu son travail, et c'était leur seule source de revenus. Donc c'est important pour la suite, parce que je pense qu'il disait vrai, hein, c'est la mort dans l'âme qu'il a dû aller faire ce service militaire qui, d'après ce que j'en sais, a changé sa vie, quoi. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de préparer collectivement l'interview d'Izio Rosenman avant-guerre. Je vous ai demandé à tous de préparer des questions. Est-ce qu'un de ses un membre de sa famille, un membre de sa famille, un de ses proches a été tué par Il est mort. Oui, il est mort. Au début de la guerre? Oui, ou après. Ah. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient avec vous en camp de concentration, par exemple, qui se sont fait tuer? Alors, non. Léon, pourquoi pas? Et je te... Mon grand-père, il lui est arrivé quelque chose dans le camp de transit de Drancy avec sa mère. Il avait 3 ans ou quelque chose comme ça. Et sa mère a réussi à le faire échapper. Sa mère et lui se sont échappés et l'avaient mis dans une valise ou un truc comme ça. Ton grand-père était juif? En fait, c'est un peu... en fait, mon père, il sait pas trop. Et mon grand-père se souvenait pas bien, donc... Tu voulais demander quoi, Elliot, pardon? Est-ce que son père, du coup, il a survécu, du coup? On va en parler aussi, mais je vais pas t'éjecter. Ils vont se retrouver. Quand j'étais ado, je devais avoir 15 ans, on s'est fait contrôler par un agent de la circulation en voiture. Et donc les papiers, on lui a demandé les papiers du véhicule. À un moment, mon attention a été attirée parce que le policier lui a dit est-ce que vous êtes français? Et là, il a vrillé, quoi. Là, il est parti dans un truc. Moi-même, j'étais sidéré en hurlant, quoi, en haussant le ton. Alors, l'anecdote, c'est que c'était un policier probablement antillais, quoi. Et là, mon père, tout à coup, il a vrillé, quoi. Il est monté dans les tours, il lui a dit je suis plus français que toi. Et c'était le tutoiement. Après, il s'est énervé. Moi, est-ce que tu as fait l'armée? Moi, j'ai fait l'armée. J'ai été décoré. Évidemment, le policier l'a pris comme une agression, quoi. Il s'est reculé, il a mis la main sur son pistolet. Il avait son toki, il a appelé du renfort. Et mon père l'invectivait encore. Hein, tu me fais pas peur. Le policier, il avait sorti son arme. Il l'enchaînait encore. Tu crois que j'ai jamais été braqué? Moi, j'ai fait la guerre. Toi, t'étais où? Ils avaient à peu près le même âge, je pense. Et donc, l'autre, il a appelé en demandant du renfort et tout. La police est arrivée, je sais pas, 5-10 minutes après. Hein. Il y avait 2 cars, hein, ils l'ont embarqué. C'est un document de témoin. Seulement, c'est pas un document, c'est pas un texte.
Et puis c'est pas un document sur pattes. Tu vas le traiter comme un être humain, quoi, voilà, tu vois. Donc, mais par contre, il faut le confronter à d'autres documents. Ici. Mais est-ce que c'est assez long? C'est la première équipe qui va vous interviewer. Je viens de penser que si on totalise l'âge de toutes les équipes, ça sera un peu moins que mon âge. Moi, c'est Assoul Nouvelle et c'est moi qui vous interviewer aujourd'hui. Très bien. Moi, c'est Flore et je suis chef up, donc je m'occupe de la caméra, du téléphone. Je m'appelle Christian et je suis le monteur de l'interview. Je m'appelle Nathan et je suis aussi monteur avec Christian. Tous ces jeunes gens et jeunes filles sympathiques, futurs réalisateurs, metteurs en scène ou metteuses en scène, c'est très bien. Vous allez voir, elle va faire une excellente interview. Je ne doute pas. Moi, j'en doute. Mais non, t'as pas à en douter. Il n'y a pas de raison. T'as pas à en douter, Assoumi. On est tous là, regarde, pour t'aider. Est-ce que vous avez un souvenir heureux de vous et de votre famille? Peut-être que vous pourriez nous rappeler... Ah oui, c'est très bien, ça me rappelle vraiment des jours heureux. Cette photo représente mon père, ma mère. On était des bourgeois aisés, des bourgeois, comme on dirait en France, des bourgeois progressistes, puisque nous possédions une entreprise, la scierie, parce que notre petite ville de Demblin était dans une zone de forêt. Et Izzy Rosenman, il est là, d'accord? Vous le voyez donc avec ses deux sœurs, Ida et Adassa, et le voilà, là on est en 1938, d'accord? Donc il a tout juste 3 ans. Mais voyez, mon cours aussi, il était basé là-dessus, hein. Les nazis voulaient absolument créer des stéréotypes, ou reprendre plutôt que de créer, hein, parce qu'ils sont pas créer grand-chose, hein, reprendre des stéréotypes raciaux pour enfermer les juifs dedans. Izzy Rosenman, il ressemble à n'importe quel autre Polonais de l'époque. Et ils ont frappé. Malgré leurs paroles, malgré l'opinion du monde, le 1er septembre 1939, ils ont attaqué la Pologne. Quand la guerre a été déclenchée par Hitler, le 1er septembre 1939, la ville, la petite ville où il y avait cette école on appelait ça la forteresse, avec un terrain d'aviation où il y avait des chasseurs, des petits avions d'entraînement, a été bombardée 2-3 jours de suite. Hein. Vraiment, c'était un bombardement très intense et on s'est sauvé la nuit au cours des bombardements. Et ça, c'est des souvenirs très très physiques. Mon oncle, un de mes oncles, le frère aîné de ma mère, m'a pris sur son vélo, à l'arrière de son vélo, pendant que mes sœurs et ma mère marchaient à pied, et tout était en feu. Mais réellement, à 5 mètres à droite, à 5 mètres à gauche, la route était absolument en feu. J'ai le souvenir, on en a dû rouler pendant 1 heure ou quelque chose comme ça. J'ai le souvenir d'un gigantesque incendie. C'était ça, vraiment mon premier souvenir de la guerre. J'avais donc 4 ans et quelques mois. Donc les nazis avaient besoin de bois, d'accord? Donc son père, sa chance, ça a été justement d'avoir un rôle important. Pourtant, ils ont nommé... alors, pardon de parler comme ça, hein. Ils ont nommé un arien, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas juif. Mais néanmoins, son père, son rôle, il était indispensable, puisqu'il avait une expérience professionnelle importante. D'accord? Donc en fait, dit brutalement, les nazis pouvaient pas le liquider comme ça, quoi. Hein, sinon, il aurait manqué et ils auraient eu moins de bois et moins de production de bois alors qu'ils en avaient besoin. Au moment où mon père meurt, je vais comprendre aussi pourquoi je fais de l'histoire. Voilà. Parce que bon, il n'est pas mort de mort naturelle, quoi. Il tombe malade, voilà, alors qu'il n'avait jamais été malade de toute sa vie.
Et on attend une greffe du foie parce qu'il a une maladie génétique où son foie est mort, quoi. Voilà, alors qu'il n'a pas bu, il n'était pas alcoolique, tout ça. Mais la maladie qu'il a fait que son foie est en train de mourir. On attend une greffe et petit à petit, son état mental se délabre, quoi, puisque lui-même, le soldat, qui a toujours été fort dans son esprit, presque indestructible, il se voit dépérir au fur et à mesure, quoi. Même moi, je suis embarqué dans mes études, je dois m'occuper de lui. Ma mère est aussi pas très bien en point, voilà, et malheureusement, il se suicide à l'hôpital dans des conditions qui sont dramatiques, quoi. Et moi, je suis en licence à ce moment-là, donc je commence à gravir les différents échelons et tout, et je me rends compte que il meurt sans m'avoir raconté tout ce qu'il a fait, quoi. Voilà. Mais aussi par ma faute, parce que je n'étais pas arrivé à un niveau suffisamment important d'histoire pour se rendre compte qu'à côté de moi, il y avait un témoignage probablement important, quoi, d'un appelé du contingent de la guerre d'Algérie. Voilà, ça, je ne l'avais pas mesuré parce que j'étais un apprenant encore. Je n'étais pas l'historien que je suis devenu ensuite, quoi. Donc c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte que lui, il n'allait pas parler, quoi. Voilà. Et que c'est moi qui n'ai pas su l'interroger, en réalité. Voilà. Donc ça, c'est en grandissant, en faisant mes études, en continuant mes études, quoi, que je m'en suis rendu compte. Mon père était celui que je crois qui avait construit ou fait construire le premier immeuble à étage à Demblin. Il y avait une rue qui s'appelait la rue de la Banque. Il y a un souvenir terrible qui est celui de la guerre. Au moment de la déportation, un nazi avait envoyé un bébé contre le mur. Avec le crâne fracassé, vraiment une scène absolument horrible dont je me souviens. J'étais arrivé juste après. J'ai l'impression que ça fait mal à les gens. Ça fait mal aux yeux. Je vais mettre comme ça. Même si vous faites des photos, C'est juste pour rien. Ma famille, elle est polonaise. Du coup, je suis pas non plus, c'est pas de la famille juive, c'était des chrétiens de Pologne. Pour moi, en fait, c'est plus seulement un témoin, et c'est ça que j'aime bien, c'est que on le connaît pour lui-même, pas seulement pour son histoire. Vous avez vu le ghetto et quelles ont été, par exemple, vos conditions de vie dans le ghetto, en quoi elles changeaient de votre enfance en Pologne. Les Allemands ont pris le contrôle de notre vie. C'est vraiment comme ça. Il faut dire, au début, c'était mon père qui était le chef de famille, on était là. Et puis peu à peu, le mouvement, c'est la première chose, le mouvement était limité. On n'était plus libre de nos mouvements et il y a eu donc un ghetto. Puis, on a été mis au camp. La vie était complètement différente puisque nous étions entouré de barbelés. Il y avait quelqu'un qui avait été pendu et qui était resté pendant plusieurs jours, les nazis voulant donner un exemple. Et à l'entrée du camp, il y avait une sorte de cage où ils enfermaient de temps en temps pour des raisons, parce que quelqu'un n'obéissait pas au règlement. On trouvait des cadavres parce que les Allemands tiraient librement sur les gens, soit qu'ils trouvaient que les gens n'allaient pas assez rapidement sur la place de la déportation. Et justement, est-ce que vous pouvez nous raconter ces déportations? Les nazis avaient décidé que Demblin était Judenrein, ça veut dire pur de juifs. Il y avait une grande file
de gens, probablement quelques centaines, 500-600 personnes. Comme mon père connaissait le chef des pompiers m'a fait signe. Je suis rentré sous sa pèlerine et on est rentré dans un espèce de petit bureau de tabac. Il m'a laissé là et mon père s'était arrangé avec lui qu'il y avait une des secrétaires de la Syrie qui est venue me chercher. Ensuite, que le front avançant, les nazis déportaient les gens de tous les camps vers l'ouest. Donc on a été déportés à Częstochowa. 3 semaines avant, il y avait eu une première vague de Dęblin qui est arrivée. Il y avait, je crois, 25 enfants. Ils ont tous été fusillés. Mais quand nous, on est arrivés, c'est les hasards. La femme du commandant était enceinte et ça lui faisait un peu... On a survécu. C'est de Częstochowa que nous avons été déportés à Buchenwald, mon père et moi. Mais du coup, ma sœur, Adassa, elle a été libérée 3 jours après par l'arrivée des Russes, tandis que ma mère et mon autre sœur ont été déportés vers plusieurs autres camps. On est censé arriver dans combien de temps? Dans 1 heure. Tu disais quelque chose de très intéressant. Par rapport au SS? Ouais. Mais c'est Viviane qui m'a dit. Très bien. Bravo. Très bien. De quoi? On allait dormir chez les SS. Et toi, tu parlais de fantômes, toi? Bah oui, mais c'est vrai. Oui, parce que moi, les humains morts, viens aller voir les fantômes. Mais moi, je vois les esprits. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous faire visiter ce camp de concentration. Tu comprends ou pas? Alors, avec mon acolyte, nous allons vous raconter ce qui se passe. La tour là-bas avec une cheminée. Oui, filmez là-bas. Là-bas. Le four crématoire. Derrière les arbres là-bas. Décale-toi. Ici se situe la quai principale. La quai principale. Regardez-moi cette horloge là-bas qui montre l'heure. Rosenman Joseph, né le 20 mai 1935 à Dęblin, et la religion, c'est pour mosaïché, nous avions la religion mosaïque. Juif, dans le triangle, il y a marqué P, politische, ça veut dire détenu politique, et il y a un jaune qui est pour les juifs. Pourquoi on a dit que vous étiez un détenu politique? Pour les Allemands, comme on dit, la question juive, c'était une question politique. C'était au cœur de l'idéologie nazie qu'il fallait exterminer les Juifs tout de suite ou à petit feu, mais c'était un problème politique. Il y a une espèce de règle comme ça pour mesurer, comme quand on mesure quand on est petit, les enfants, et de l'autre côté, il y avait quelqu'un avec un fusil. Tout ce qui concernait les exécutions en même temps, les assassins, les nazis cachaient leurs crimes. Il y a des détenus du commando, d'un commando spécialement pour ça, ouais. C'est glaçant comme ça avait été exécuté. Et les gens disaient, effectivement, ouais, quand on est descendu du train, on n'a pas fait attention que ça sentait. C'est ça, exactement. Comme si c'était trop perturbé. Mais c'est pas possible, ton le attention. changement de monde est très brutal. Voilà. C'est aussi ça qu'il faut ça, tu l'as vécu, ça.
ce changement brutal là. Oui, oui, absolument. Voilà. Plus rien n'est pareil après. Ça fait partie de la routine et à un Parce moment... qu'au bout d'un certain temps, voilà, c'est ça. les gens ne pensent qu'à survivre. Voilà. Ils s'accrochent à n'importe quoi, donc ça fait en quelque sorte partie du cadre. T'as dit hier, on s'habitue finalement à tout, quoi. Et on pense là à survivre, quoi. Mais c'est le paradoxe, parce que je pense que à la fois on devient une sorte de bête parce qu'il faut se défendre, et en même temps il y a le contraire. Moi j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait survivre que grâce à l'aide des autres. Pourquoi il vient chercher le détenu du crématoire? Comment? Il te trouve comment dans le camp? À moi, c'est vraiment le hasard. Vas-y, viens, comme ça, en te rencontrant. Oui, il marchait. Même pas pourquoi. C'était quand même un détenu. Il devait être dans le même bloc. Et il y en a qui marchaient, parce que dans le camp, tout le monde n'était pas au travail. Hein. Oui, mais pourquoi là, toi, comme ça? Ah, tu sais pas ça, ouais. Dans le camp, je rencontre un détenu qui me rencontre et qui me dit « Viens avec moi ». Et il m'amène ici. C'était un détenu qui travaillait au four crématoire. Et je me rappelle là où je suis debout, je suis arrivé. Il y avait un tas de cadavres ici, de peut-être 2 mètres de haut, sur 6-7 mètres de long. Et je suis venu avec lui et il m'a donné à manger. On ne peut survivre qu'avec la chance, mais un enfant ne peut réellement survivre que par l'aide des adultes. Je me rappelle même quand j'étais au petit camp, quelquefois le détenu ou le chef de bloc disait « mais lui, un petit peu plus ». Il y avait toujours, pas toujours, enfin il arrivait des moments où les gens n'étaient pas tous sauvages. Et j'ai encore un souvenir paradoxal que j'ai vraiment raconté passer, un souvenir vraiment paradoxal. Je me baladais un peu plus bas dans le camp et il y a un SS qui passait et il m'a emmené un peu à gauche là-bas où il y avait le bordel. Il y avait un bordel pour les SS, peut-être aussi pour des capots, et il y avait des jeunes femmes. Et il est arrivé avec moi et il a dit qu'on me donne une gamelle. On m'a donné une gamelle avec de la soupe, ce qui était vraiment quelque chose d'exceptionnel, une soupe très nourrissante. Et il m'a dit « ramène ça ». Et je l'ai ramené, on a partagé avec mon père. Il n'y a pas plein d'images qui te reviennent, tu n'arrives même pas à exprimer parce qu'il y en a trop. Ouais. Rien n'est pire que la réalité elle-même. Ouais. Le souvenir, là, il t'assiège pas, quoi, je veux dire. J'ai compris que c'était toujours autant présent dans sa vie. Il disait qu'il était passé à autre chose, mais c'est que c'était toujours là. La preuve, il a fait ce projet avec nous. Alors que ce qui est ultra courageux. Je pense que moi, si j'avais vécu 1/100 de ce qu'il a vécu, j'aurais même pas été capable de faire ça parce que c'est trop de remise en question sur soi-même. Plutôt sur l'humanité, en fait. Quasiment, c'est... Moi, déjà, je me dis, mais pourquoi les gens sont comme ça? Alors lui, mais ça doit être tellement compliqué de se dire que en fait c'est les gens qui lui ont fait du mal, ça aurait pu être ses cousins, quoi. 1000 adolescents trouvèrent ici un abri durant les pires mois du camp. À la fin, nombre d'entre eux furent encore obligés de se joindre aux marches de la mort. La plupart purent toutefois être sauvés. C'est les marches dont je vous parlais une dizaine de jours avant la libération, où les SS venaient, ils se vidaient, y compris le bloc 66, et obligeaient les gens à aller faire cette marche. Moi, personnellement, ça faisait vraiment des années que je voulais vivre un moment comme ça avec des élèves et un témoin rescapé d'un camp de concentration, et on est à Buchenwald après autant de temps. Je trouve que c'est vraiment un moment très émouvant, Ijo. On partage avec vous... Une blague comme ça, qui n'est qu'à moitié une blague. Il y a un jour quelqu'un qui arrive et qui dit à son copain « C'est terrible,
on a décidé de mettre dans des camps tous les juifs et tous les coiffeurs. Et l'autre lui répond, mais pourquoi les coiffeurs? Parce qu'on s'habitue. Il n'y a rien auquel on s'habitue plus que à la mauvaise situation créée pour les autres. Ouais. En 1945, le plus grand nombre de décès survenus à Buchenwald s'était produit au Petit Camp, qui pouvait alors compter jusqu'à plus de 20 000 détenus emprisonnés en même temps. L'ennemi qu'on voit là, c'était les camps ou les autres endroits, ou les prisons, dont les gens sont venus provenaient et sont arrivés au Petit Camp. Là-bas, il y a Czestochowa d'ailleurs, il y a une plaque de Czestochowa. Oui, tout à fait. Je l'ai vu tout à l'heure en passant. À Grenoble, il y a Toulouse là-bas, il y a Belfort. Ouais. Paris, Compiègne. Je crois que ça parle vraiment comme ça de ce système européen, systématisé. Enfin, c'est presque une carte des chemins de fer d'Europe. Oui, c'est tout à fait. Que les Américains approchaient, mon père était venu dans le bloc et il y avait un SS qui est venu, je me rappelle, avec son fusil ou sa mitraillette et il donnait des coups de crosse. Et moi j'ai attrapé mon père, je me souviens comme aujourd'hui, je l'ai tiré sous le chalis, on s'est caché sous le matelas et de l'extérieur on ne voyait pas parce qu'il y avait un grand désordre, on est resté caché peut-être 2 ou 3 jours. Et nous, comme on a vu que les gens commençaient à revenir, on s'est levé, on est sortis, c'est comme ça qu'on a survécu, mon père et moi. Mon père est mort 5 semaines, à peu près 6 semaines, après la libération du camp de Buchenwald. Donc, il n'y avait plus de SS et il est mort du typhus. Après, mon père a été sorti du petit camp et il avait donc le typhus et il a été mis dans une infirmerie. J'ai appris hier que c'était ce bâtiment. Je me souvenais que c'était un de ces bâtiments. Et moi, je me souviens, je venais le voir tous les matins parce qu'il était dans une des pièces qui donnait sur cette façade-là. Donc je venais le voir et puis... Je parlais avec lui par la fenêtre. Oui. Voilà. On a tous marqué le coup, on connaissait l'histoire, mais là on y était. Voilà. Donc il nous a raconté comment ça s'était passé. La distance, il s'est replacé dans la même configuration. Voilà, la fenêtre était fermée, on n'a pas été jusqu'à l'ouvrir de l'autre côté. Hein. Mais nous, on savait ce qu'il y avait de l'autre côté, puisque ça a été réaménagé, on y était tous les jours. Tu te revois à la fenêtre, là. Ah oui, tu te revois bien. Très très bien. Vraiment, je venais, j'étais petit, il faut se représenter que j'étais un petit gamin de même pas 10 ans. Ouais, mais tu revois bien la situation. Un jour, on m'a dit non, c'est fini, il est mort. Eh bien, ce jour-là, j'étais sur une très grande place. On la voit comme maintenant, bien que c'était il y a 80 ans, presque 79 ans. C'était ça l'expérience à perdre. J'étais réellement tout seul au monde. Rien. Tout ce qui me tenait avait disparu soudainement. Il y avait un grand espace autour de moi.
j'étais un tout petit garçon, je ne me posais pas la question si j'étais petit ou pas, mais tout est devenu vide, voilà. Ijo, il a peut-être il a eu un flashback ou un truc comme ça et je sais pas comment moi j'aurais fait, mais moi j'aurais pas supporté personnellement. begehen zu können. Nämlich am 6. Dezember letzten Jahres hat der Stadtrat der Stadt Weimar nämlich ihrer Ernennung zum Ehrenbürger der Stadt Weimar zugestimmt. Und heute können wir Ihnen die Ehrenbürgerurkunde überreichen. Dass Buchenwald-Überlebende uns die Hand reichen und die Ehrung quasi und die Übergabe der Ernennungsurkunde als Ehrung annehmen, das empfinden wir keinesfalls als Selbstverständlichkeit, sondern als ganz, ganz großes Geschenk. Und deswegen mal vielen Dank für Ihren Besuch hier in Weimar, lieber Ijo. Je suis heureux et ému d'être fait citoyen d'honneur de la ville de Weimar. Weimar est la ville des Lumières, de la culture et de l'homme, de Goethe, de Schiller au Bauhaus et à la proclamation de la République. Mais c'est aussi la ville du camp de concentration de Buchenwald, une des expressions du nazisme et de la tentative de déshumaniser l'homme. Enfant, j'ai été déporté à Buchenwald car juif, puis j'ai été libéré au camp à l'âge de 10 ans. Mon père y est enterré. Le récit d'un témoin n'est pas qu'un récit. Il est chargé d'expérience et d'enseignement pour celui qui l'énonce, mais aussi pour ceux qui l'entendent ou le lisent. Laisse passer. Allez, il faut tous que vous descendiez encore un peu là. Il y a de la place devant. Voilà, laisse passer, mais c'est pas là. Émile. Émile. C'est bon? On est tous là? Ouais. Super. Et bienvenue, hein. Voilà, les élèves t'attendent. Les élèves, s'il vous plaît, Jean. Bonjour tout le monde. Je suis content de vous voir. C'était une belle expédition qu'on a fait tous ensemble. Vraiment. Moi en parlant et vous en écoutant, mais en parlant aussi. Donc je suis très heureux. Bah nous aussi, hein, vraiment. C'est toujours un plaisir de te revoir. Hein. Et pour l'oral de ce matin, quels sont ceux qui avaient pris le projet? Il y avait Léon, Youssouf, je crois, Elliot. Mon oral, il portait sur en fait, sur la Shoah, pourquoi et comment témoigner. Déjà, quand j'ai choisi le sujet, j'ai pensé beaucoup à vous. Bah, c'est gentil. J'ai voulu vous honorer. Et j'ai parlé dans mon devoir de vous. C'est gentil. J'ai dit que ça m'a touché, votre histoire. Et ben, merci beaucoup, en tout cas. Ouais, c'est très gentil. Merci. Merci. Merci à toi. J'ai dit que c'était une opportunité unique d'avoir fait ce voyage avec Monsieur Ijo Rosenman. Ouais. Et j'ai dit aussi qu'il avait un message à faire passer contre la discrimination. Bravo. Bravo. C'est sur quoi on s'est quitté, hein, au moment de ton interview, tu te souviens, hein? Oui, absolument. Hein? Ils en font de temps en temps pour des raisons, parce que quelqu'un se trouve retrouvé avec des adolescents à l'endroit où on a été soi-même adolescent, c'est quelque chose de très différent. Les sens qui interviennent, regarder le type de bâtiment, le type de terre, le type de fil barbelé, tout ça, les regarder, c'est une expérience différente que de le lire. Ouais, les traits de son visage qui changent, enfin, le rythme de sa voix, tout ça était et le cadre dans lequel on était, quoi. Je veux dire, c'était un grand moment d'histoire, quoi. Voilà, très émouvant. On lui a permis de faire quelque chose qu'il avait en lui, en réalité. C'est-à-dire de témoigner comme ça, in situ, avec des élèves. Je pense qu'il en ressentait le besoin. C'est pour ça qu'il a autant, finalement, joué le jeu. Et lui-même, il a été remarquable, quoi.
Moi, je sais qu'on a marqué là leur présent, mais on a marqué également leur avenir. Ça, c'est sûr. Ça a dû lui faire du bien de voir qu'on était enclin à comprendre sa vie, qu'on était intéressé, qu'on était présent dans ce projet. Et ça a été une thérapie pour nous, parce que je pense qu'il y en a qui se rendaient pas tellement compte. Je sais pas si je pourrais dire le terme, mais c'est presque une extermination, c'est ça? En fait, j'avais découvert un peu, juste avec les cours d'histoire, comment ça s'est passé, l'arrivée dans les camps d'extermination et de concentration. Et là, ça m'a permis de le voir vraiment et de mieux comprendre. On apprend toutes les horribilités de la guerre, toutes les souffrances d'un peuple et surtout de Igio. C'est bien en fait d'avoir l'avis d'une personne qui se souvient du coup de ce qui lui est arrivé. Je pense que au collectif, on est tous fiers de ce qu'on a fait là avec le film et tout ça. Voilà, donc... C'est un travail sur lequel on a consacré toute l'année, donc c'est très émouvant. Merci Igio pour nous avoir accompagnés dans ce projet. Et je trouve qu'on a plutôt bien réussi notre projet et qu'il raconte bien l'histoire. Voilà. Ça m'a appris à mieux voir ce qui se passe dans le monde, quoi. Youssouf, il parlait d'éducation pour la tolérance. C'est ce qu'on a fait. Mais on vous a éduqué aussi contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes d'intolérance, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire accepter l'autre tel qu'il est, pour qu'il nous enrichisse. Nos valeurs, c'est pas que des mots. D'accord ? La fraternité, c'est une de nos valeurs essentielles. La liberté et l'égalité ne pourraient pas s'exercer sans cette fraternité. On construit une mémoire commune, quoi, qui nous touche tous, parce que c'est la mémoire du pays dans lequel on est déjà intégré, quoi, en fait. Voilà, et le pays dans lequel on a notre avenir, dans lequel on retisse des liens, où il y a une vraie cohésion. L'école, elle continue de tisser des liens, de redonner une vraie cohésion à tous ces futurs citoyens ou citoyennes. C'est aussi leur mémoire, voilà, en fait, hein, et donc leur histoire. Ce travail de mémoire, il permet aux élèves d'être des passeurs de mémoire ensuite. Maintenant, c'est vous, les passeurs de mémoire. On en fait quelque chose. On ne se souvient pas tout seul dans son coin. On fait société. Je peux dire exactement quand j'ai su que ma mère était vivante. Le 5 novembre 1945, adressé à Lausée, messieurs, nous vous transmettons 6 juin une lettre que nous vous prions de remettre à monsieur Igio Rosenman en l'informant que sa maman et ses 2 sœurs sont vivantes à Landsberg. Cette lettre lui est adressée par sa maman et lui est possible de correspondre par notre intermédiaire, veuillez agréer, etc. Ma sœur Adassa, elle a été libérée 2 jours après que nous ayons été déportés à Buchenwald. Et ma sœur Ida et ma mère, elles ont été déportées à Dachau. Et chose aussi étrange, après elles ont été séparées. Ma sœur se rappelle toujours, on l'a amenée vers un four crématoire parce qu'elle était malade sur une carriole avec d'autres gens entassés. Et il y avait là un prêtre polonais qui passait, qui a vu qu'elle bougeait et qu'elle ouvrait les yeux. Et il l'a enlevée. C'est ce qui a fait qu'elle a échappé à la mort.
À la Libération, ma mère ne savait pas que Ida était vivante. Elle est allée vers le camp, elle a trouvé Ida assise comme ça. C'est comme ça qu'elles se sont retrouvées. Quelques semaines après, elles ont su que Hadassah Hala était vivante, mais elles l'ont retrouvée dans un orphelinat à Lublin. En avril 48, ma mère est arrivée. En décembre 48, mes deux sœurs sont arrivées en France. Et depuis, tout le monde a été dans le 13e. Comme tous les survivants de la guerre ou des traumas, mais je crois que j'ai vraiment surmonté ces traumas parce que je le crois profondément, j'ai été aimé. J'ai été aimé dans ma famille, par ma mère, mon père, mes sœurs, et j'ai été aimé quand j'étais enfant, même je peux dire au camp, et après, par mes éducateurs, par tout ça, et je crois que c'est finalement cette expérience de l'amour fait qu'on voit, bien sûr, on voit le mauvais côté chez les hommes, mais on voit aussi le bon. Et c'est le fait de faire l'expérience du bon côté chez les êtres humains qui font qu'on se dit il y a quelque chose de bon en l'homme et qui peut apparaître. Et je crois que c'est vraiment pour ça. Grüß sich von meiner Hand nicht